Bonsoir. Bonsoir. Ça roule? Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais. La recette a été mauvaise. C'est de ma faute, tous les torts sont de mon côté. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû faire le beau canichette, un numéro qui plaît. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Et j'ai chanté l'histoire trop triste d'un pauvre chien abandonné. Les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez. Moi je prends ma casquette et puis 2 ou 3 cigarettes dans le paquet et puis je m'en vais. Compagnons des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard quand vous serez réveillés, pensez à ceux qui jouent en souriant un air désolé. Quelque part le soir au bord de la mer, et qui font ensuite la quête pour gagner de quoi manger et de quoi boire. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez, moi, je m'en vais. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison, je ne sais pas à qui elle est. Je suis entrée comme ça, un jour, il n'y avait personne. Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis restée longtemps dans cette maison. Personne n'est venu, mais tous les jours. Et tous les jours, je vous ai attendu.
je ne faisais rien. C'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âne de toutes mes forces et cela me faisait plaisir. Et puis je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ils vous emmènent très loin quand vous voulez aller très loin et quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là, ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Faut être bête comme l'homme l'est si souvent pour dire des choses aussi bêtes que bêtes comme ses pieds. Gai comme un pinson. Le pinson n'est pas gai, il est gai quand il est gai ou triste quand il est triste. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un pinson? D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça, c'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson, 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 pinson. Comme c'est curieux les noms. Martin! Hugo. Victor de son prénom. Bonaparte. Napoléon de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval caisse et des tiroirs de course. Un peu plus loin encore, il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin encore, il y a n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements et tu resteras immobile, nu, debout, avec ta bouche rouge, comme les piments rouges pendus sur le mur blanc. Et tu te coucheras et je me coucherai près de toi. Voilà. Dans ma maison qui n'est pas ma maison. Tu viendras. Tu viendras, hein? Tu viendras. Tu viendras et puis on se racontera des histoires. Hein? Tu viendras dans la maison. Dans la maison des passeurs d'histoire. Écoutez,
craque. Le soir, l'armoire, la grande armoire à glace, la grande armoire à rafraîchir, la grande armoire à rafraîchir la mémoire des lièvres. Il y a un lièvre dans chaque tiroir, et chaque lièvre dans le froid rafraîchi comme un fruit glacé, comme un marron glacé, se trouve comme ça, plongé dans son passé. Mais il ne se rappelle rien du tout, les lièvres. Et l'homme, savant, a beau perfectionner les meubles et supplier, tremblant de fièvre, les lièvres et faire l'aimable. Voyons, je suis le professeur Cocon. J'ai déjà inventé le verre à soie. Vous n'allez pas me faire ça à moi. Allons, rappelez-vous. D'où venez-vous? Où étiez-vous autrefois? Mais les lièvres ne répondent pas. Alors le professeur installe un grand nouveau système d'horlogerie avec un sablier à pédales, des calendriers à coulisses et un très petit arbre généalogique avec des lapins à musique et le système bleu et l'infrarouge. Mais rien ne bouge. C'est lamentable dans la tête des lièvres. Il a beau se donner un mal de chien, le pauvre malheureux mnémotechnicien, toutes ces petites bêtes, vraiment c'est trop bête, n'en font qu'à leur tête. Alors il tourne autour des meubles, la tête en ses mains, et il pleure, Soudain, il voit ses mains mouillées par les pleurs. Tiens, et voilà que je pleure maintenant. Hélas, c'est la grande pitié des armoires à lièvres de France. Oh. Vous n'allez tout de même pas laisser pleurer un professeur. Allons, faites un tout petit effort. Souvenez-vous. Descendez-vous du singe. Ou bien du kangourou. Lièvre, ne voyez-vous pas comme je suis malheureux? Voyons, faites un tout petit effort.
Ce n'est tout de même pas une affaire que de se rafaler, puisque tout le monde le fait. Lièvre. Lièvre. Je vous en prie. Souvenez-vous du jour, du fameux jour où la tortue est arrivée avant vous. Mais du tiroir aux lièvres, aucune réponse ne vient. Triste petits ingrats et sales petits vauriens, pense le professeur. Et il s'assoit par terre, la tête dans ses mains. Ah, vraiment, il y a des soirs comme cela où on se demande si la terre tourne bien. Et pourtant, elle tourne. Et Dieu l'a fait tourner. Dieu est bon, c'est un fait. C'est ce sale petit monde de lièvres qui est mauvais. Et voilà notre bon professeur qui rêve d'une machine à perfectionner le civet. Mais tout de même, il se secoue, il lutte contre le découragement. Il se répète dans son petit soi-même. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Et il refait ses calculs. Il vérifie la preuve par l'œuf et toutes les preuves qu'il faut. Et ses calculs sont justes et sans aucun défaut. Soudain, il sursaute. Et l'inquiétude s'installe dans sa tête. Et la sueur froide. Mais alors, si mes calculs sont justes, c'est sûrement mes lièvres qui sont forts. Il se précipite vers l'armoire, mais l'armoire est fondue. Parce que c'est le printemps. Tous, comme un seul homme, les lièvres ont foutu le camp. Ne vous désolez pas, professeur. Les lièvres s'en vont, mais les tiroirs restent. C'est la vie. Un homme entre chez la fleuriste et choisit des fleurs. La fleuriste enveloppe les fleurs. L'homme met la main à sa poche pour chercher l'argent pour payer les fleurs.
mais il met en même temps, subitement, la main sur son cœur. Et il tombe. En même temps qu'il tombe, l'argent roule à terre. Et puis les fleurs tombent. En même temps que l'homme, en même temps que l'argent. Et la fleuriste reste là, avec l'argent qui roule, avec les fleurs qui s'abîment, avec l'homme qui meurt. Évidemment, tout cela est très triste. Et il faut qu'elle fasse quelque chose, la fleuriste, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle ne sait pas par quel bout commencer. Il y a tant de choses à faire avec cet homme qui meurt et ces fleurs qui s'abîment et cet argent. Cet argent qui roule, qui n'arrête pas de rouler. Cet argent qui roule, qui n'arrête pas. Oh, la terrible et surprenante odeur de viande qui meurt. C'est l'été. Et pourtant les feuilles des arbres du jardin tombent et crèvent, comme si c'était l'automne. Cette odeur vient du pavillon où demeure Monsieur Edmond. Chef de famille, chef de bureau. C'est le jour de la lessive et c'est l'odeur de la famille. Et le chef de famille, chef de bureau, dans son pavillon de chef-lieu de canton, va et vient autour du baquet familial et répète sa formule favorite. Il faut laver son linge sale en famille. Il faut laver son linge sale en famille. Et toute la famille glousse d'horreur, de honte, frémit et brosse et frotte et brosse et frotte et brosse et frotte et brosse. Le chat voudrait bien s'en aller. Tout cela lui lève le cœur du petit chat de la maison. Mais la porte est cadenassée. Alors le pauvre petit chat dégueule le pauvre petit morceau de cœur que la veille il avait mangé. De vieux portefeuilles flottent dans l'eau du baquet, et puis des scapulaires, des suspensoires, des bonnets de nuit, des bonnets de police, des polices d'assurance, des livres de comptes, des lettres d'amour où il est question d'argent, des lettres anonymes où il est question d'amour, une rosette de la Légion d'honneur, de vieux morceaux de coton à oreilles, des rubans, une soutane, un caleçon de vaudeville, une feuille de vigne, une robe de mariée, une blouse d'infirmière, un corset d'officier, de hussard, des langes, une culotte de plate, une culotte de peau.
Soudain, de longs sanglots. Et le petit chamet s'épate sur ses oreilles pour ne pas entendre ce bruit parce que il aime la fille. Et que c'est elle qui crie. C'est la jeune fille de la maison. Elle est nue. Elle pleure. Elle crie. Et d'un coup de brosse à chien dent, le père la rappelle à la raison. Elle a une tache, la jeune fille de la maison. Et toute la famille la plonge et la replonge. Elle saigne, elle hurle, mais elle ne veut pas dire le nom. Et le père hurle aussi. Que tout ceci ne sorte pas d'ici. Que tout ceci reste entre nous, dit la mère. Et les fils, les cousins, les moustiques crient aussi. Et le perroquet sur son perchoir répète aussi que tout ceci ne sorte pas d'ici. Honneur de la famille, honneur du père, honneur du fils, honneur du perroquet Saint-Esprit. Elle est enceinte, la jeune fille de la maison. Il ne faut pas que le nouveau-né sorte d'ici. On ne connaît pas le nom du père au nom du père et du fils, au nom du perroquet déjà nommé Saint-Esprit, que tout ceci ne sorte pas d'ici. Avec sur le visage une expression surnaturelle, la vieille grand-mère assise sur le rebord du baquet tresse une couronne d'immortelles artificielles pour l'enfant naturel. Et la fille est piétinée. La famille, pieds nus, piétine, et piétine, et piétine. C'est la vendange de la famille, la vendange de l'honneur. La jeune fille de la maison crève. Dans le fond, à la surface, des globules de savon éclatent. Globules blancs, globules blêmes, couleur d'enfant de Marie. Et sur un morceau de savon, un morpion se sauve avec ses petits. L'horloge sonne. 1h30. Et le chef de famille et de bureau met son couvre-chef sur son chef et s'en va. Traverse la place de chef-lieu de canton et rend le salut à son sous-chef qui le salue. Les pieds du chef de famille sont rouges, mais les chaussures sont bien cirées. Il vaut mieux faire avec pitié.
La mère fait du tricot. Le fils fait la guerre. Elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père, qu'est-ce qu'il fait, le père? Le père, il fait des affaires. Sa femme fait du tricot, son fils fait la guerre. Lui, des affaires. Et le fils, qu'est-ce qu'il trouve, le fils? Il ne trouve rien, absolument rien. Le fils, sa mère fait du tricot, son père des affaires. Lui, la guerre, quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue, la mère continue, elle tricote. Le père continue, il fait des affaires. Le fils est tué. Il ne continue plus. Le père et la mère vont au cimetière. Ils trouvent ça tout naturel, le père et la mère. La vie continue, la vie avec le tricot, la guerre, les affaires. Le tricot, la guerre, les affaires, les affaires, les affaires et les affaires. La vie avec le cimetière. Homme. Tu as regardé la plus triste, la plus morne de toutes les fleurs de la terre. Et, comme aux autres fleurs, tu lui as donné un nom. Tu l'as appelée Pensée. Penser, c'était comme on dit, bien observé, bien pensé. Et ces sales fleurs qui ne vivent et ne se fanent jamais, tu les as appelées immortelles. C'était bien fait pour elle. Mais le lilas, tu l'as appelé lilas. Lilas, c'était tout à fait ça. Lilas. Lilas. Aux marguerites, tu as donné un nom de femme. Ou aux femmes, tu as donné un nom de fleur, c'est pareil. L'essentiel, c'était que ce soit joli, que ça fasse plaisir. Enfin, tu as donné les noms les plus simples à toutes les fleurs simples. Et la plus grande, la plus belle, celle qui pousse toute droite sur le fumier de la misère, celle qui se dresse à côté des vieux ressorts rouillés, à côté des vieux chiens mouillés, à côté des vieux matelas éventrés, à côté des baraques de planches où vivent les sous-alimentés, cette fleur tellement
vivante, toute jaune, toute brillante, celle que les savants appellent Éliante. Toi, tu l'as appelé soleil. Soleil. Hélas. Hélas. Hélas, et beaucoup de fois, hélas. Qui regarde le soleil? Hein? Qui regarde le soleil? Personne ne regarde plus le soleil. Les hommes sont devenus ce qu'ils sont devenus, des hommes intelligents. Une fleur cancéreuse, tubéreuse et méticuleuse, à leur boutonnière, ils se promènent en regardant par terre et ils pensent au ciel. Ils pensent, ils pensent, ils pensent, ils n'arrêtent pas de penser. Ils ne peuvent plus aimer les véritables fleurs vivantes. Ils aiment les fleurs séchées, les fleurs fanées, les immortelles et les pensées. Et ils marchent dans la boue des souvenirs, dans la boue des regrets. Ils se traînent à grand-peine dans les marécages du passé. Et ils traînent leurs chaînes. Et ils traînent des pieds enlisés dans leurs Champs-Élysées. Et ils chantent à tue-tête la chanson mortuaire. Ouais, ils chantent à tue-tête parce que tout ce qui est mort dans leur tête, pour rien au monde, ils ne voudraient l'enlever. Parce que dans leur tête pousse la fleur sacrée. La sale maigre petite fleur. La fleur malade. La fleur aigre. La fleur toujours fanée. La fleur personnelle. La pensée.
Dans les montagnes de Cachemire vit le sultan de Salamandragore. Le jour, il fait tuer un tas de monde. Et quand vient le soir, il s'endort. Mais dans ses cauchemars, les morts se cachent et le dévorent. Alors une nuit, il se réveille en poussant un grand cri. Et le bourreau, tiré de son sommeil, arrive, souriant au pied du lit. S'il n'y avait pas de vivant, dit le sultan, il n'y aurait pas de mort. Et le bourreau répond: D'accord. que tout le reste y passe. Alors, et qu'on n'en parle plus. D'accord. Dit le bourreau, c'est tout ce qu'il sait dire. Et tout le reste y passe, comme le sultan l'a dit. Les femmes, les enfants, les siens et ceux des autres, le loup, le veau, la guêpe et la douce brebis, le bon vieillard intègre et le sobre chameau, les actrices de théâtre, le roi des animaux, les planteurs de bananes, les faiseurs de bons mots, et les coqs et leurs poules, les œufs avec leurs coques, et personne ne reste pour enterrer quiconque. Comme ça va, dit le sultan. De Salamandragore. Mais reste là, reste là, bourreau. Et si jamais je me rendors, étranges étrangers, Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin,
cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumians de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes, trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues. Tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées. Polacs du Marais, du Temple des Rosiers, cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone, pêcheurs des Baléares ou bien du Finistère. Rescapés de Franco et déportés de France ou de Navarre. Pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclaves noirs de Fréjus, qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer. Tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or, faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre, et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie même, si mal en vivez, même si vous en mourrez. Retour au pays. C'est un Breton qui revient au pays natal après avoir fait 2-3 mauvais coups. Il se promène
Il se promène devant les fabriques à Douarnenez. Il ne reconnaît personne. Personne ne le reconnaît. Il est très triste. Il entre dans une crêperie pour manger des crêpes. Mais il ne peut pas en manger. Il a quelque chose qui les empêche de passer. Il est de plus en plus triste. Il paye. Il sort. Il allume une cigarette, mais il ne peut pas la fumer. Il y a quelque chose. Quelque chose dans sa tête. Quelque chose de mauvais. Et soudain, il se met à se souvenir. Quelqu'un lui a dit, quand il était petit, tu finiras sur l'échafaud. Et pendant des années, il n'a jamais osé rien faire. Pas même traverser la rue, pas même partir sur la mer, rien. Absolument rien. Il se souvient. Celui qui avait tout prédit, c'est l'oncle Grésillard. L'oncle Grésillard. L'oncle Grésillard qui portait malheur à tout le monde. La vache. Et le Breton pense à sa sœur qui travaille à Vaugirard, à son frère mort à la guerre, à toutes les choses qu'il a vues, toutes les choses qu'il a faites. Il essaie une nouvelle fois d'allumer une cigarette, mais il n'a pas envie de fumer. Alors, il décide d'aller chez l'oncle Grésillard. Il y va. Il ouvre la porte. L'oncle ne le reconnaît pas. Mais lui le reconnaît. Et il lui tord le cou. Et il finit sur l'échafaud à deux paires. Ouais.
dizaine de crêpes et fumer une cigarette. Rue de Seine, 10h30. Le soir, au coin d'une autre rue, un homme titube, un homme jeune, avec un chapeau, un imperméable. Une femme le secoue. Elle le secoue et elle lui parle. Et il secoue la tête. Son chapeau est tout de travers. Et le chapeau de la femme s'apprête à tomber en arrière. Ils sont très pâles. Tous les deux. L'homme, certainement a envie de partir, de disparaître, de mourir. Mais la femme a une furieuse envie de vivre. Et sa voix qui chuchote, on ne peut pas ne pas l'entendre. C'est une plainte, un ordre, un cri. Tellement avide cette voix, et triste, et vivante. Un nouveau-né malade qui grelotte sur une tombe dans un cimetière l'hiver. Le cri d'un être, les doigts pris dans la portière. Une chanson. Une phrase. Toujours la même. Une phrase répétée sans arrêt, sans réponse. L'homme la regarde. Ses yeux tournent. Il fait des gestes avec les bras comme un noyé. Et la phrase revient. Rue de Seine au coin d'une autre rue. La femme continue sans se lasser. Continue sa question inquiète. Plaît. Impossible à penser. Pierre, dis-moi la vérité. Pierre, dis-moi la vérité. Je veux tout savoir. Dis-moi la vérité. Le chapeau de la femme tombe. Pierre, dis-moi la vérité. Je veux tout savoir. Question stupide et grandiose. Pierre ne sait que répondre. Il est perdu, celui qui s'appelle Pierre. Il a un sourire que peut-être il voudrait tendre et répète. Mais voyons, calme-toi, tu es folle. Mais il ne croit pas si bien dire. Mais il ne voit pas, il ne peut pas voir comment sa bouche d'homme est tordue par son sourire. Il étouffe. Le monde se couche sur lui et l'étouffe. Il est prisonnier, coincé par ses promesses. On lui demande des comptes en face de lui. Une machine à compter, une machine à écrire des lettres d'amour, une machine à souffrir. Le saisit, s'accroche à lui. Pierre, dis-moi la vérité. Trop d'histoire.
sur une assiette bien ronde, en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un peintre de la réalité et c'est vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire la pomme, elle a son mot à dire et plusieurs tours dans son sac de pommes, la pomme. Et la voilà qui tourne dans une assiette réelle, sournoisement sur elle-même, doucement, sans bouger. Et comme un duc de Guise qui se déguise en bec de gaz parce qu'on veut malgré lui tirer le portrait, la pomme se déguise en beau fruit déguisé. Et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui. Et comme le malheureux indigent, comme le pauvre nécessiteux qui se trouve comme ça, à la merci de n'importe quelle association bienfaisante et charitable et redoutable de bienfaisance, de charité et de redoutabilité, le malheureux peintre de la réalité se trouve alors être la proie d'une innombrable foule d'associations d'idées. Et la pomme, en tournant, évoque le pommier, le paradis terrestre, et Ève, et puis Adam, l'arrosoir, l'espalier, Parmentier, l'escalier, le Canada, les Hespérides, la Normandie, la Rainette et la Pie, le serpent du jeu de paume, le serment du jus de pomme et le péché originel et les origines de l'art et la Suisse. Avec Guillaume Tell. Et même Isaac Newton, plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle. Et ouais. Et le peintre, étourdi, perd de vue son modèle et s'endort. C'est alors que Picasso, qui passait par là, comme il passe partout chaque jour, comme chez lui, voit la pomme et l'assiette et le peintre endormi. Quelle idée de peindre une pomme, dit Picasso. Et Picasso mange la pomme et la pomme lui dit merci. Et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve tout seul devant sa toile inachevée, avec au beau milieu de sa vaisselle brisée les terrifiants pépins de la réalité. Olé! J'ai appris très tard à aimer les oiseaux. Je le regrette un peu. Mais maintenant tout est arrangé, on s'est compris. Ils ne s'occupent pas de moi, je ne m'occupe pas d'eux. Je les regarde. Je les laisse faire. Tous les oiseaux font de leur mieux. Ils donnent l'exemple. Pas l'exemple comme par exemple Monsieur Glacy, qui s'est remarquablement, courageusement conduit pendant la guerre, ou l'exemple du petit Paul qui était si pauvre et si beau et tellement honnête avec ça, et qui est devenu plus tard le grand Paul, si riche et si vieux et si honorable et si affreux et si avare et si charitable et si
vieille servante qui eut une vie et une mort exemplaires. Jamais de discussion, pas ça. L'ongle claquant sur la dent, pas ça de discussion avec monsieur ou madame au sujet de cette affreuse question des salaires. Non. Non. Les oiseaux donnent l'exemple. L'exemple comme il faut. Exemple des oiseaux. Exemple des oiseaux. Exemple les plumes, les ailes, le vol des oiseaux. Exemple le nid, les voyages, les chants des oiseaux. Exemple, la beauté des oiseaux. Exemple, le cœur des oiseaux. La lumière des oiseaux. Charlie, à la guitare. Merci. À la voix, Nanou. Au piano, Charles-Éric Le Dentu. À la mise en scène, Anne Madarguil. Au son, Baptiste Marty. Avec sa fine équipe, Pilou, Valdec, Jolan. Et les textes étaient, et sont toujours, d'un certain passeur d'histoire qui s'appelait Jacques Prévert, notre grand-père imaginaire. Merci. Merci beaucoup.